c'est d'abord ça la lecture. C'est d'être en contact. C'est un contact purement privé avec un texte. Ce que le texte nous renvoie, ça nous regarde. Et je trouve toujours que ça nous élargit. Mona lira à haute voix. Mona lira la tête en bas. Mona lira et ne s'arrêtera pas. Mona lira bien au chaud quand il fait froid. Mona lira ici et là. Mona lira avec toi. Mona lira partout où que l'on soit. Mona lira avec les yeux, les oreilles ou les doigts. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis malvoyante et, signe particulier, j'adore la lecture. J'anime Mona lira, le podcast de la médiathèque numérique accessible monalira.org. Mona lira met à disposition des livres en coloration syllabique, grand caractère, audio avec ou sans texte synchronisé, braille numérique, langue des signes française et plein d'autres formats pour les personnes empêchées de lire les livres imprimés du commerce en raison d'un handicap. Tous les mois, je vous propose une heure d'échange avec un auteur, une autrice ou une personnalité du monde littéraire. On y parle des œuvres, de comment elles se créent et de littérature sous toutes ses formes. Parce que la lecture est une passion qui rassemble, quelle que soit notre façon de lire. Pouvoir lire autrement est un droit. Mona lira est la médiathèque numérique qui y pourvoit. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Mona lira, enregistré dans les conditions du direct, avec des personnes participantes en présentiel ou via Zoom. Aujourd'hui, nous accueillons l'autrice Catherine Levet. Elle vient nous parler de son dernier roman paru aux éditions Zoé en 2024, un texte court de 176 pages d'une durée audio de 3h27. L'histoire de l'homme qui ne voulait pas mourir, c'est avant tout celle d'un homme qui voit sa vie bouleversée du jour au lendemain par le diagnostic d'un cancer. C'est aussi l'histoire de la relation qu'il va nouer avec sa voisine de palier, une relation qui n'est ni de l'ordre amoureux, ni strictement de l'ordre amical, et on se réjouit d'en parler aujourd'hui pendant une heure avec Catherine. Bonjour Catherine Levet. Bonjour Céline Vichard, bonjour à tout le monde. Bonne année. Il est encore temps de dire ça. Merci Catherine, effectivement c'est un ajout utile et intelligent pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Bonne année à toutes et à tous. Avant toute chose, j'aimerais te présenter en quelques mots. Donc, tu es connue en Suisse romande depuis quelques années, puisque déjà connue en presse écrite, tu étais pendant de nombreuses années et es encore journaliste. Tu as travaillé pour des médias qui sont connus en Suisse romande, notamment le 24 heures, la Tribune de Genève, mais aussi l'Hebdo, qui n'est plus. Et depuis quelques années, tu nous gratifies de tes romans, dont le premier, L'homme interdit, qui a reçu le prix Schiller à sa parution. Est-ce que tu t'attendais à cette reconnaissance d'emblée ? Alors, L'homme interdit a eu en effet le prix Schiller Découverte. Moi, je connaissais pas le monde littéraire à l'époque dans son fonctionnement, pas du tout. J'ai été journaliste en économie et en finance pour la presse écrite. En revanche, je n'arrivais pas sur la planète littéraire quelque part par hasard, parce que la littérature a toujours été ma passion absolue. Quand je suis entrée dans la vie active comme journaliste, étant déjà mère de famille, et ayant ce rêve de littérature en moi depuis très très longtemps, j'ai décidé de sacrifier la littérature parce que c'était tout simplement pas possible de faire tout quand on a un métier qui est d'ailleurs passionnant, qui est très intéressant, mais qui est très exigeant, et qu'on a des enfants et qu'on passe du temps avec eux, qu'on s'en occupe, qu'on s'occupe de son ménage. Je viens d'écrire un texte là-dessus, donc je peux être assez, euh, assez précise dessus, qu'on fait à manger, qu'on amène chez le médecin, qu'on se préoccupe, qu'on a des amis, on n'est pas insensible à ce qui se passe autour de nous. C'est pas possible. Il y a peut-être des gens qui y arrivent. Pour moi, l'écriture littéraire, c'est quelque chose qui requiert énormément de temps, aussi sur la longueur. Et donc voilà, j'avais détruit tous mes premiers livres et j'avais dit adieu
sobrement, mais fermement à la littérature, chère Céline. Et puis ensuite, j'ai avancé dans ma vie et ça m'a rattrapée. Voilà, je ne suis pas très originale, mais ça m'a rattrapée au point de me mettre dans un déséquilibre euh, si je ne m'arrangeais pas pour pouvoir écrire de la littérature. Ça paraît bizarre de dire ça, hein. J'étais journaliste de presse écrite, donc j'écrivais tout le temps. Mais pour moi, c'est pas la même chose. Écrire de la littérature, c'est encore autre chose. Voilà. Et j'ai donc bouleversé ma vie de nouveau. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sacrifié mon métier. C'est-à-dire que je suis devenue journaliste indépendante quand je le pouvais pour faire de la place à la littérature. Voilà. Merci beaucoup, Catherine, pour cette présentation qui m'exempte de te présenter en quelques mots à ta place. Je trouve très intéressant dans tes mots, dans tes propos, cette idée finalement de sacrifice du métier et ce fait d'avoir finalement l'idée de renoncer, en fait, de quitter la littérature. Alors, dans ton roman Histoire de l'homme qui ne voulait pas mourir, on n'est clairement pas dans le renoncement à la littérature, on en est plutôt à la question du renoncement à la vie. On suit la vie, les dernières années de vie, très précisément, d'un homme aux origines hongroises, dont on apprend qu'il a des origines hongroises au fil du roman, qui s'appelle Sándor, Alexandre en français. Et on suit l'histoire de cet homme au travers de sa relation entretenue avec sa voisine de palier. Donc, on aura beaucoup de choses à échanger ensemble sur cette relation, puisque le fait que tu mettes en place euh, finalement des échanges réguliers entre cette femme dont on ne sait pas grand-chose jusqu'à la fin du roman finalement et Sandor pose aussi la question assez intéressante, à mes yeux en tout cas, et je pense aux yeux d'un certain nombre de personnes qui nous écoutent et qui nous suivent, de ce lien entre proximité et distance finalement. Quelle est la bonne proximité? Quelle est la bonne distance? Et finalement, quel jeu fait-on avec ces deux concepts quand on est dans une situation de santé qui, parfois, pour des raisons de convenance sociale notamment, appelle à se comporter avec retenue ou en employant des mots, voilà, des euphémismes, etc. Et il y a tout au long de ce roman des phases de distanciation et de rapprochement entre les deux protagonistes au fur et à mesure que l'évolution de Sandor enfin que l'évolution de la maladie plutôt chez Sandor évolue. Et ça, c'est un point qui est assez intéressant qu'on pourra potentiellement aborder. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette question du renoncement. Parce que tu mets en scène, dans cette héroïne qui est la voisine, dont on sait peu de choses, une femme qui est relativement révoltée, à plus d'un titre, dans plusieurs circonstances, et qui est particulièrement féministe. On le voit sur différentes remarques qu'elle peut faire à son voisin de palier, notamment quand elle mentionne la manière dont on traite les femmes qui sont proches aidantes ou pères aidantes. C'est une situation qui la révolte énormément. Toi, comment tu te situes par rapport à cette héroïne? Qu'est-ce que tu as mis de toi en elle? C'est très drôle ce que tu dis là parce que j'ai plusieurs femmes qui m'ont écrit pour dire exactement l'inverse, à savoir qu'elles étaient plutôt, comment dire ça, énervées de voir que dans ce livre, une fois de plus, une femme se met au service d'un homme qui, de surcroît, est juste un voisin. Et que de temps en temps, elle a des tout petits mouvements de révolte. Donc elles étaient énervées de l'inverse. Et moi, j'écoute ce que me disent chaque lectrice, chaque lecteur, mais c'est juste pour vous dire que quand on est de l'autre côté de la barrière, euh, on entend toutes sortes de choses parfaitement contradictoires sur un même texte. C'est ça la littérature, c'est ce que je disais au tout début. Qu'est-ce que j'ai mis de moi? Moi, je pars jamais, Céline, en littérature sur la volonté d'écrire sur un sujet, jamais, 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 ou autour d'un thème.
Jamais, jamais, jamais. Et je le dis d'autant plus facilement que, comme ayant aussi, par ailleurs, dans ma vie, une écriture documentaire qui est plus liée à la réalité, ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, devant nos yeux, je peux compenser ça. Quand j'entre dans un texte littéraire, c'est autre chose qui m'y conduit. Ça n'est jamais une idée, ça n'est jamais une volonté de démontrer quoi que ce soit. Il y a beaucoup d'écrivains qui disent autre chose et qui ne sont pas du tout dans l'état d'esprit que je raconte ici. Mais pour ce qui me concerne, c'est mon état d'esprit. Et donc, moi, je suis partie de cette image physique qui s'est imposée à moi, celle d'un palier. Il n'y a rien de plus anodin. Et deux portes. Et je vois apparaître les personnages à un moment donné, parce que je vis avec mes personnages quand ils sont en train d'arriver. Et je ressens qu'ils ne se connaissent pas. C'est pas deux amis, c'est pas deux ennemis. Voilà. Et l'histoire commence comme ça. Ensuite, évidemment, je suis une personne, en l'occurrence une femme, dans une société contemporaine. C'est aussi la société contemporaine que j'observe. Et il y a des choses qui passent. Mais est-ce que j'ai mis de moi dans cette voisine de palier, c'est-à-dire la manière dont je réagirais, moi, par rapport à un voisin de palier malade? Pas du tout. Pas du tout. Et j'étais même la première à, alors justement, être un petit peu désarçonnée par sa patience, par sa gentillesse, par sa façon, et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, de savoir prendre de la distance, donc de s'approcher, de s'éloigner, de s'approcher, de s'éloigner. Je suis pas certaine d'en être capable moi-même dans ma vie privée, dans ma vie de tous les jours. Donc tout ça pour te dire que les personnages, à la fois, je les connais, ils sont dans cette société, mais c'est des personnages de fiction qui, à moi aussi, m'apprennent des choses, ou alors me surprennent, m'étonnent, m'énervent. J'ai ce type de relation avec eux. Et bien sûr que, en tout cas, je me suis pas trouvée en situation d'imaginer l'inverse, à savoir une femme voisine malade et son voisin qui aurait un œil attentif sur elle. Je pense que c'est significatif de ce qui se passe dans notre société. Merci beaucoup pour ton éclairage, Catherine. Effectivement, est-ce un homme voisin de palier d'une femme malade atteinte du cancer aurait eu potentiellement les mêmes réactions, je dirais le même élan de bienveillance, d'empathie pour sa voisine? Enfin, la question reste ouverte. Peut-être que quelqu'un écrira un roman sous cet angle-là, qui sait? Euh, le fait est que cette voisine, dont on ignore finalement beaucoup de choses, hein, le nom, l'âge, les origines, etc. Tout au plus, on sait qu'elle a fait connaissance avec son voisin de palier 3 et 4 ans avant les faits qui nous intéressent au cœur du roman, et que elle va se rapprocher spécifiquement de son voisin à l'annonce de la maladie qui, par hasard de circonstances, va se dévoiler peu de temps avant le début des épisodes du Covid. Donc, paradoxalement, la période du Covid, qui pour un certain nombre de personnes, et pour la très grande majorité des gens, a priori, a été source d'éloignement, de réduction de la vie sociale, de diminution de la vie sociale et d'isolement, cette période va, pour les deux protagonistes du roman, renforcer leur lien au travers notamment de l'évolution de la maladie. Est-ce que, j'imagine que c'est un choix réfléchi, et pourquoi avoir finalement placé ce développement du cancer dans le cadre des évolutions sanitaires liées au Covid? Alors peut-être juste avant, je vais dire que j'avais pas du tout envie d'écrire une histoire sur le cancer, donc elle est vraiment aussi en arrière-plan, comme l'est le Covid d'ailleurs. C'était plutôt ce qui s'est développé sous ma plume, c'est l'histoire certes d'une maladie, mais c'est l'histoire d'une relation qui en fait, et on en a maintenant beaucoup parlé, le livre, ça va faire bientôt 1 an qu'il est sorti, donc j'ai eu beaucoup de rencontres publiques. J'ai aussi eu la réaction de Caroline Couteau des
des éditions Zoé, qui a été une des premières après mon cercle à moi à le lire, parce que je propose toujours quand même aux éditions Zoé mes textes littéraires pour savoir s'ils les veulent ou pas. Et elle, si elle était ici, elle vous le confirmerait. Ce qu'il a, parmi les choses qui l'ont beaucoup intéressé dans ce texte, chez Zoé, ce qui intéresse cette maison d'édition, c'est d'abord l'écriture. Voilà, je le dis clairement, euh, c'est comment une histoire est amenée et portée par l'écriture. C'est pas qu'est-ce qui est raconté, c'est pas forcément le sujet. Eh bien, ce qui l'a beaucoup frappé, m'avait-elle dit, c'est que c'est une relation tout à fait non travaillée en littérature. La relation entre deux voisins de palier qui, a priori, n'ont strictement rien à faire l'un avec l'autre. Et comment cette relation va se créer sans entrer dans les détails, le livre n'entre pas dans les détails. Donc là, c'est tout le travail sur les mots qui donne une présence extrêmement forte à cette relation, alors même qu'elle n'est pas décrite. Elle n'est pas décrite ni par la femme, ni par l'homme. Donc pour moi, c'est ce que la littérature permet. Voilà, si je devais essayer de vous dire un petit peu plus ça. Et, euh, donc, cette histoire de relation et le Covid, voilà, le Covid, ben, évidemment, je l'ai vécu comme tout le monde. Euh, Ça me paraît quand même assez évident que peut-être, s'il n'y avait pas eu cette période de fermeture, ces deux voisins, cet homme et cette femme, surtout l'homme qui voyageait tout le temps et qui aurait continué à voyager malade, n'aurait pratiquement pas été chez lui. Le Covid, lui, l'a bloqué chez lui. La protagoniste, donc la voisine, c'est une femme très active, mais apparemment elle est quand même chez elle régulièrement, ou en tout cas elle revient chez elle régulièrement. Donc elle n'aurait peut-être pas eu cette relation-là. Quant au Covid, alors là je vais faire une remarque personnelle. Je vivais entourée d'un certain nombre de personnes, pour certaines très malades, et il n'y avait pas à jouer avec le feu. Et j'ai été, quant à moi, et ça je l'assume vraiment de mon côté, assez choquée par beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions que je comprenais par ailleurs. On a tous un instinct de vie et on ne veut pas que notre vie s'arrête. OK, pour moi, ça c'est OK, je suis exactement comme ça. Mais à un moment donné, s'est imposé cette sorte d'égoïsme qui était, eh bien, toutes les personnes qui seraient menacées par ce virus, alors forcément, elles sont très vieilles et pas loin de leur mort. Donc, pourquoi on va s'arrêter de vivre? Cette espèce de facilité et aussi de ne pas regarder tout ce qui peut se passer dans les familles, dans les sociétés de gens. D'abord, cette impolitesse vis-à-vis des personnes d'un certain âge qui me choque profondément. Et ensuite, cette méconnaissance de la composition de notre société, de nos fragilités à plein de titres. Et donc d'avoir au moins cette solidarité minimale qui consiste à ne pas nier la vie des autres et le danger que ces personnes courent. Et bien sûr, ça ressort quelque part dans mon texte. Je rebondis sur tes propos, Catherine, puisque c'est vrai que le Covid a fait ressortir chez certaines personnes, en tout cas, une certaine propension à l'égoïsme. C'est oublier aussi également que le Covid n'a pas forcément fragilisé que des personnes âgées. Il y avait aussi des jeunes enfants, il y avait des personnes en situation de maladie ou de handicap parmi les personnes actives ou les adolescents, etc., les jeunes. Alors certes, ce n'est pas une population majoritaire et on n'est pas là pour parler du Covid et de ses implications, mais je trouve, enfin, je me rappelle ce passage dans ton roman où justement la voisine de palier s'ouvre à Sangor sur le fait qu'elle est très agacée par disons, un des voisins, enfin, une personne du voisinage, ou des personnes du voisinage, une famille du voisinage en l'occurrence, qui est clairement de l'engeance anti-vax et qui affiche régulièrement des messages contestataires à bas les masques, etc., dans la maison, dans l'allée, on va dire. Et elle qui s'insurge, en fait, de nouveau, avec ce côté très révolté qu'elle a par rapport à cette situation et qu'on entend également dans tes propres propos. Et Sangor qui, avec un certain cynisme, lui dit vous n'avez pas vécu sous un régime communiste ou dans une dictature parce que sinon vous le sauriez, sur un palier et dans une même maison, vous trouverez des lâches, des personnes courageuses, des personnes qui s'investissent et la très grande majorité, et des personnes délatrices également, et la très grande majorité des personnes totalement indifférentes à ce qui se passe. Est-ce que ça fait écho à tes propres sentiments?
Oui, oui, bien sûr que ça fait écho. Et là, le fait que Sandor soit originaire d'un pays de l'Est, qui a vécu, il a eu une partie de son éducation jusqu'à l'état de jeune adulte. Sandor, je le connais pas, hein, personnellement, c'est mon personnage, mais sa biographie, enfin, ce que je sais de sa biographie, il y a beaucoup de choses que j'ignore de lui. C'est pas du tout le portrait de quelqu'un que je connaîtrais. Je fais jamais ça en littérature. En revanche, il y a des transpositions de personnes que j'ai pu croiser, de situations, bien entendu. Et lui rappelle simplement à sa voisine que, enfin, il s'en fiche complètement, lui, de ces affiches que la famille anti-vax ou complotiste ou tout ce qu'on veut, et il y en avait certainement d'autres aussi dans l'immeuble, peuvent mettre sur la porte. Ça lui est complètement égal. Sandor est quelqu'un qui ne s'arrête pas à ce genre de détails parce qu'il a justement ce passé, c'est toujours ça qui m'intéresse, cette question de ce qu'on peut appeler le déracinement, l'exil. Évidemment, au premier sens du terme, c'est-à-dire toutes ces personnes qui s'en vont, qui doivent s'en aller de chez elles. Mais moi, c'est une thématique qui m'intéresse à tout niveau, hein, pas seulement en littérature, mais aussi dans le documentaire, parce que je trouve qu'on est tous des exilés quelque part, même celles et ceux qui ne quittent pas leur pays, du moment où on accepte de vivre et de prendre les risques qui vont avec la vie. Parce que on a tout le temps un exil des valeurs dans lesquelles on a pu être éduqué, du milieu duquel on vient. On a souvent des exils de notre corps, soit à cause des maladies ou des handicaps, et aussi à cause du corps qui change. Et je prends par exemple, sans entrer dans le domaine maladie, mais prenez le corps des femmes qui, par exemple, ont des enfants. Qu'est-ce qu'elles vivent, par quoi elles passent ces femmes de ce qu'elles sont, par exemple, à l'adolescence ou à l'état de jeune adulte, comment ça transforme le corps, et je ne parle pas que de physique, comment ensuite ça implique ce corps, comment on quitte cette idée du corps qu'on était. Et donc, je pense que notre destinée humaine est une destinée sans cesse changeante. Je ne suis pas du tout originale en disant ça, mais on l'oublie, on n'en parle pas, on aime penser qu'on maîtrise tout et que quand un problème survient, alors, et tu vas reconnaître tout le, et j'ai rien contre, mais tout l'étape développement personnel, etc., ou l'étape économique, la maîtrise des éléments, alors on va y arriver et puis on va revenir à la situation ante. Mais c'est pas ça la vie. Quelque part, ça peut être utile pour vivre dans cette société, mais moi, je suis pas comme ça, profondément. Je suis quelqu'un qui se laisse transformer par les événements, qui essaye de nager un petit peu par-dessus, et puis qui doit aller vers l'acceptation de plein de choses. Alors ça, je l'aurais pas dit avec une telle fermeté à 30 ans, mais je le dis avec une plus grande fermeté à 57 ans. Voilà. Et je suis attirée, intéressée par les gens. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus en littérature. Et puis d'autres qui sont des penseurs et des gens qui ouvrent nos horizons. Donc, je ne suis pas dans le domaine de la maîtrise. Et Sandor, évidemment, dans mon livre, et je le respecte absolument complètement, il est le représentant de ça. Lui, il apprend qu'il est malade, il est évidemment choqué, mais il va pas mettre des mots là-dessus, il va plutôt le cacher, et il va faire comme si cette maladie apparemment assez grave n'allait rien changer à sa vie. C'est son choix. C'est son choix. Mais je pense, et sans parler de maladie, que beaucoup de choses qui nous arrivent changent beaucoup de choses à notre vie. Je ne sais pas si je suis assez claire. Il n'y a pas besoin d'une maladie ou quelque chose, ça change beaucoup de choses à notre vie. Alors pourquoi faire semblant que rien ne change? Voilà. Cette question de faire semblant que rien ne change est très prégnante tout au long du roman. Tu l'as dit à l'instant, Sandor est l'archétype même de la personne à qui il arrive un événement grave dans la vie, en l'occurrence ici le diagnostic d'un cancer, dont on ne sait pas exactement de quel type il s'agit d'ailleurs. Hein. Ça pourrait être une leucémie, comme ça pourrait être enfin, en tout cas, à un moment donné, on lit clairement que ça se généralise et que ça touche plusieurs organes et que évidemment ça va en empirant. Le fait est que dès l'annonce de la maladie, cet homme
reste dans la maîtrise, dans le fait de ne rien changer à son habitude. Et d'ailleurs, la première fois que sa voisine de palier va être confrontée directement à la maladie, au-delà du moment où finalement elle a, je dirais, une intuition parce qu'elle le voit sans son veston la toute première fois et elle apprendra par la suite que c'est à ce moment-là qu'il a eu les premières informations sur l'annonce de la maladie, mais ça, elle ne le sait pas sur le moment. Et déjà, à cet instant-là du roman qui arrive assez rapidement, on constate un lien entre la volonté de Sandor de ne rien montrer de sa maladie, en tout cas en termes d'expression. Il va toujours rester extrêmement sur la retenue des mots. Il y a un très beau passage qu'on lira peut-être tout à l'heure, si on a le temps de le lire, parce que je voulais aussi partager avec les auditrices l'Inkipit qui est extraordinaire à plus d'un titre. Euh, il y a ce moment où tu as une écriture vraiment très ciselée, avec des phrases souvent très courtes, très incisives, où tu expliques que cet homme est incapable de mettre de l'émotionnel sur ce qui lui arrive. En fait, il est incapable de parler de lui. Il utilise exclusivement quasiment que du vocabulaire médical, du vocabulaire clinique. Il s'en revient généralement toujours à ce qu'on en dit les médecins, le corps infirmier, les oncologues, etc., pour indiquer les nouveaux traitements, finalement, pas l'anamnèse, mais le processus thérapeutique, les différents traitements en cours, etc., sans jamais faire entrer l'affect, ce qui lui permet de toujours rester en retrait finalement de ce qui lui arrive, du déclin de sa santé. Et ce n'est qu'extrêmement tardivement, quasiment sur son lit de mort, hein, qu'il va commencer à intégrer des mots de l'ordre de l'affect dans ses communications. Oui, oui. Alors, plusieurs choses que je voulais dire à ce sujet. D'abord, c'est tout un travail d'écriture, parce que les mots échappent, les affects, les émotions nous font peur. Je pense à chacune et à chacun d'entre nous. C'est difficile. D'autre part, je voudrais dire quand même que la médecine dont on dispose est tout à fait épatante à beaucoup d'égards. Les progrès sont incroyables. Et, euh, et c'est quelque chose Enfin, on a une chance folle quand on pense à ce qui peut se passer ailleurs sur notre planète, mais dans le même temps, on frappe toujours ce même mur, surtout lorsqu'on est des sociétés sophistiquées et efficaces. Où sont les mots? C'est là qu'arrive la littérature, la poésie. Comment est-ce qu'on établit les liens entre nous, au-delà de toute cette technicité? Et sans le vouloir consciemment, Céline, ces questions, je les ai posées à travers ce texte. Elles ressortent. Et c'est vrai que moi, j'ai été quand même d'abord très surprise et très émue de recevoir. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui reçoit beaucoup de prix. Il faut être clair dans ma vie. Mais d'avoir reçu le prix de l'Académie de médecine de Paris, de France, à l'unanimité, je dois dire que c'est quelque chose de totalement inattendu pour moi, ok, d'un côté, mais surtout, je me suis dit, parce que j'ai eu une cérémonie de remise, et j'ai fait un discours, qu'on est d'ailleurs en train de me demander maintenant, qui n'était pas un discours qui caresse le milieu dans le sens du poil. Eh bien, ils veulent ce discours. Ils ont énormément aimé l'extrait, et l'extrait fait référence exactement à ce dont tu parles, Céline. Peut-être que je vais le retrouver. Et donc, c'est assez incroyable de se dire, OK, j'arrive avec un texte, il y en a beaucoup, parce qu'ils ont fait une sélection, chaque année, ils donnent un prix littéraire. Depuis maintenant des décennies, il s'appelait Autrement avant. Et il s'appelait le prix Jean-Bernard, du nom d'un scientifique. Et qu'est-ce qui les a intéressés, ces médecins, ces académiciens, me suis-je dit, in fine? Je pense que c'est ça. Ça veut dire que cette réflexion, au-delà de leur talent, de tout le travail qu'ils font, qu'ils et elles font dans la recherche, cette préoccupation, elle est dans ces individus. Mais ils ne peuvent pas l'exprimer dans leur travail.
Et cette cérémonie était intéressante et émouvante quelque part, si je peux me permettre de le dire, parce que avant qu'ils me donnent le prix littéraire, qui est arrivé tout à la fin, c'est comme ça qu'ils avaient décidé cette année, ils ont récompensé une quarantaine de femmes et d'hommes, chercheuses et chercheurs, sur des thématiques qui nous intéressent toutes et tous aujourd'hui. Et j'aimerais écrire un article, ou au moins pour mon site, à ce propos. Et ensuite, ces gens, voilà, ils ont écouté quelqu'un qui arrive, qui est pas médecin, qui est pas scientifique. Moi, j'ai toujours été très intéressée par la science, mais je suis pas une scientifique. Et ils écoutent attentivement. Et l'Académie décerne son prix à ce livre-là. Voilà. C'est une chance, j'en suis très reconnaissante. J'aime ce signe. Il n'est pas question d'argent. Hein, le prix n'est pas doté. Donc voilà, les honneurs sont tout à fait réduits. Je préfère être claire. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire en 2024? Eh bien, ça m'a touché, et je pense beaucoup de gens. Ce que tu mentionnes et l'intérêt le fait que tu aies été primé par le prix de l'Académie nationale de médecine de France à Paris. Du reste, pas le seul prix, puisqu'en 2024, tu as également été lauréate du prix suisse Alice Riva et du prix suisse également Michel Dantan, qui est une des plus grandes reconnaissances littéraires qu'on puisse avoir en Suisse romande et qui prime notamment la qualité littéraire des textes, donc l'écriture en premier lieu. Donc un texte qui est déjà multiprimé et qui pourrait l'être encore, puisque ton roman était en lice également, et on n'a pas encore les résultats. En tout cas, nous, public, les résultats n'ont pas encore été rendus publics. Le prix littéraire de la ville de Lausanne, qui sera remis le 20 février 2024 au théâtre de Vidy à 19h, si je ne m'abuse. Nous pourrons vous mettre l'heure exacte en commentaire. Et prix qui, lui non plus, n'est pas une reconnaissance pécuniaire hors du commun, puisqu'il est partagé entre les différentes auteurs et autrices en lice, et qui verra notamment Laura Voisard parmi les personnes en lice qu'on accueillera d'ailleurs lors de notre prochain podcast en février pour son roman Au cœur de la bête. Mais on n'est pas là pour parler de ça, et moi ce qui m'intéressait, c'était de rebondir sur la manière dont effectivement le corps médical est toujours intéressé à plus d'un titre au fait de pouvoir faire participer les patients et les patientes à des traitements novateurs, à des nouveaux, je dirais, parcours clients, pas clients du coup, c'est un lapsus révélateur, mais c'est effectivement à un parcours patient différent, à des tests de médicaments qui sont encore, souvent en bêta testing, si je peux dire. Alors évidemment, on n'est pas des souris, hein, c'est toujours en phase clinique d'essai, mais ça arrive dans tous les domaines. Hein. Moi, je connais particulièrement bien le domaine ophtalmologique, mais on en connaît toutes et tous dans différents domaines médicaux. Et c'est vrai que ton héros se comporte vraiment comme le patient exemplaire pour la médecine. Tout médecin rêverait d'avoir un patient tel que Sandor, qui se plie à tous les protocoles, qui veut essayer tout ce qui existe, qui est prêt à essayer tous les nouveaux traitements, toutes les nouvelles idées, que ce soit invasif ou non, mais il est vraiment prêt à tout, et surtout il le fait sans rechigner, avec cette distanciation dont tu parles, et qui d'ailleurs est mise en évidence très très tôt dans le roman, parce que c'est cette distance qu'il met entre lui et le monde, finalement, est une caractéristique qui généralement est plutôt propre à faire fuir la voisine de palier, et qui, étonnamment, chez Sandor, ne va pas avoir cet effet, pour Sandor, en l'occurrence, ne va pas avoir cet effet répulsif qu'il aurait pu avoir pour d'autres personnes. Pourquoi, comment, c'est pas explicité, mais ça fait peut-être partie de ces éléments de la vie où de temps en temps, on apprécie très très fortement une personne qui pourtant a des défauts qu'on ne supporterait pas chez aucune autre personne. Je t'entends rire, est-ce que tu veux réagir à ça?
Oui, oui, en tout cas, il se cache pas aussi loin que j'ai pu le percevoir, vivante avec mes personnages, il se cache pas de sentiments amoureux dissimulés, hein. On n'est pas du tout dans ce genre de choses. Euh, et d'ailleurs, la voisine de palier m'étonnait moi-même parce que il y a énormément de choses qui l'agacent chez son voisin. Aussi d'ailleurs des petits positionnements politiques qui peuvent ressortir ici et là dans leur conversation. C'est vraiment pas le même genre de personne, hein, cette voisine et ce voisin. Et alors, ce qui se déroule dans le développement de leur relation, c'est au fond que elle manifeste une souplesse qui l'étonne elle-même. C'est-à-dire, il doit y avoir quelque chose, je pense que là, c'est de l'ordre du respect de l'être humain. On a parlé de mon livre, c'est pas moi qui en ai parlé comme ça, mais un certain nombre de personnes, en tant aussi que plaidoyer pour la liberté. C'est-à-dire, la liberté, il ne faut pas que la revendiquer pour soi-même, on doit aussi la respecter chez les autres. Et donc, cette capacité qu'elle a, elle n'est pas d'accord du tout avec son comportement, elle pense qu'il devrait être beaucoup plus curieux, qu'il devrait poser des questions beaucoup plus fermes et plus vives à ses médecins, qu'il ne devrait pas accepter certaines choses. Et elle sent, par Dieu sait quelle prescience, que ça ne va pas les faire avancer. Donc, elle lui fait quand même sentir qu'elle n'est pas à fond dans la chose, mais elle s'adapte. Voilà. Et il y a toute une part de mystère en fait dans ce texte. Et c'est aussi un mystère pour moi de ce que cette femme, qui est une héroïne de fiction, mais qui en même temps, elle est une proposition de nos diverses capacités humaines, de ce qu'elle parvient à faire. Et du coup, la relation se crée et elle avance comme ça. Et il y a quelque chose de solide qu'on ne peut pas expliquer. Quand je parle de mystère, hein, soyons concrets. On se dit, Sandor et la narratrice ont créé une relation très solide. Mais basée sur quoi? Eh bien, bravo pour y répondre. Il n'y a pas vraiment de mots pour le dire, mais ça existe dans ce texte. Tu comprends? Cette chose existe. Et la littérature permet ça. Pas tous les textes littéraires, mais en tout cas, les textes littéraires que j'aime permettent ça. Je fais juste un parallèle. euh, je rends hommage à Sándor Márai, qui est un écrivain hongrois en exergue, et aussi à un texte de Léon Tolstoï qui m'a beaucoup obsédé à l'adolescence et qui s'appelle La mort d'Ivan Ilitch. C'est une nouvelle. Et je me souviens de l'état de saisissement dans lequel j'avais été lorsque je l'avais lu la première fois. Mais j'aurais pas pu l'expliquer avec des mots, parce que l'histoire est banale. En plus, c'est quelqu'un, voilà, un juriste qui a fait carrière. On sent qu'il va mourir. Et son désarroi à lui, en s'apercevant que lui, il va sans doute pas s'en sortir, mais que les autres autour continuent de vivre. Tu vois, juste cette vérité-là. Et ce texte de Tolstoï transporte ça. Et pour moi, ça a marqué quelque chose de tellement important que régulièrement, tous les 10 ans, j'ai relu. Et quand j'ai commencé à écrire Histoire de l'homme qui ne voulait pas mourir, je savais qu'en miroir, j'avais le texte de Tolstoï. Mais je ne l'ai pas relu. J'en avais trop peur. Donc j'ai écrit ce texte, c'était un long travail. Et ensuite, là, j'ai pu lire le texte de Tolstoï. Voilà comment la littérature, quand on est écrivain, peut nous habiter. Pour les peintres, pour les photographes, pour les musiciens, c'est d'autres choses. Mais on a ces obsessions qui paraissent complètement débiles, mais elles ne sont pas débiles. C'est parce que la littérature transporte des choses, ou la musique, qui sont très difficiles de décrire avec des mots, mais qui existent quand même, qui sont de l'ordre d'une certaine vérité concernant nos destinées. Et puis les uns, les autres, ben, on essaie de s'en approcher, tout simplement. Rebondir après ce que tu viens de dire est difficile. Volontiers, mais j'avais quand même peut-être un écho à faire, alors qui n'a rien à voir avec la mort, la mort de Lili d'Ivan Ilitch, tout à fait. Mais ces moments importants qui se passent de mots finalement, il y en a, je dirais en tout cas deux dans ton roman, c'est probablement plus, mais un me revient particulièrement à l'esprit parce que c'est un roman que j'ai trouvé, enfin un moment, pardon,
que j'ai trouvé extrêmement poétique à sa manière et très très fort émotionnellement. C'est ce moment où Sandor, déjà relativement atteint dans sa santé, est hébergé chez son amie Gloria, qui est une de ses rares amies et qui d'ailleurs est une femme, comme l'ensemble des amis que l'on croise dans ce roman, à l'exception d'un ami qui lui envoie une carte postale Du Tibet. exactement du Tibet. Et Gloria va héberger Sandor pendant qu'elle héberge également des amis à elle qui sont musiciens d'Amérique du Sud, musiciens et musiciennes. Et à un moment donné, pendant son séjour, alors que le temps se gâte terriblement et que l'orage commence à gronder de manière assez cataclysmique, on se rend compte en fermant à la volée les portes, les volets, les fenêtres, les volets, en allant s'assurer que la cave n'est pas en train de subir des inondations, que Sandor n'est plus à la maison. Et évidemment, à ce moment-là, il est déjà très amaigri, il est déjà en petite santé, il ne tient plus facilement debout et tout le monde se demande où il est passé. Et on part en catastrophe en voiture sur les routes autour de chez Gloria pour le retrouver. Voilà, je donne pas je ne spoil pas trop le roman, mais le fait est que quand on rentre à la maison, la question déjà se pose de savoir si on rentre à la maison ou on va à l'hôpital. On rentre à la maison et là va se passer une scène qui est très très forte d'un point de vue émotionnel, à savoir que les musiciens et musiciennes vont commencer à chanter à table. Un des musiciens va commencer à masser le malade pour le détendre, etc. Et là vont vraiment se jouer un tas d'émotions sur lesquelles on met pas de mots finalement, dans une atmosphère très très simple, où Gloria, qui a d'habitude de tout gérer, pardon, va se trouver déchargée de la responsabilité de prendre soin de son ami, puisque bah, elle le veillait enfin voilà, pas le surveillait, mais elle veillait sur lui depuis qu'elle l'avait à domicile, et elle s'est rendue compte, euh, en toute logique, que c'était une charge conséquente et évidemment une charge mentale non négligeable, même si jusqu'à ce moment-là, elle n'avait pas forcément conscientisé la chose. Et ce moment de partage autour de la musique, autour de l'humain finalement, qui se fait dans le chant, mais aussi finalement à travers les gestes et sans poser de mots en lien avec les émotions, pour moi est un moment extrêmement fort et relativement charnière en fait du roman, puisque c'est après ce moment-là que Sandor va aussi commencer à utiliser des mots comme, et des expressions comme le fait de se sentir entouré d'amour, etc., quand il sera hospitalisé. Et j'avais une question assez personnelle pour le coup. Sandor a visiblement un attrait pour l'orage à deux reprises, hein. Il demande de rouler, déjà une première fois, il demande à sa voisine de l'emmener en voiture, de rouler sans s'arrêter dans un endroit où il y a du vert, des champs, des forêts, des montagnes en arrière-plan, si possible au loin. Et s'il y a de l'orage, c'est encore mieux. Précisons que lorsqu'il lui fait cette demande, il tombe des trompes d'eau et qu'on ne sait pas si l'orage gronde ou non. Et a posteriori, chez Gloria, c'est bien sous l'orage qu'il partira sans s'adresser à personne et sans avertir personne de son projet, et qu'on le retrouvera sous la pluie battante. Voilà, de sa propre initiative, il est parti sous la pluie, sous l'orage. Pourquoi l'orage? Eh bien, Céline, d'abord, merci pour tes mots. Je sentais à travers ce que tu as dit l'émotion que tu as éprouvée et, euh, et oui, je pense que c'est un moment d'émotion et que quelque part, il m'a moi aussi apaisé ce moment-là en l'écrivant. L'orage, je ne saurais pas te dire la symbolique. En tout cas, elle est absolument pas consciente chez moi. Il y a en revanche quand même cette question du rapport aux éléments qui aussi me préoccupe toujours hein, dans ma vie, parce que je viens, moi, de la montagne. J'étais une petite fille de la montagne. J'ai été éduquée dans cet environnement très, très dur et à la fois très beau.
de la montagne, du temps qu'il fait, des températures, de l'hiver, j'adore la neige, j'adore la matérialité des choses. Et puis, ben, comme tout le monde, je vis dans une société qui est de plus en plus isolée de ça. Et en ne nous confrontant pas aux éléments, on perd évidemment beaucoup de connaissances de nous-mêmes. Je fais partie aussi des personnes qui ont beaucoup perdu de ça. Et je pense que c'est ressorti à travers mon écriture et que Sandor, sans doute, parce que la narratrice le dit bien, on ne sait pas ce que Sandor pense exactement. Il y a aussi cette marge de liberté et de respect qu'il faut avoir envers ce personnage et tous les personnages et les personnes réelles qui peuvent être dans le déni. Le déni qu'ils vivent est le témoin de quoi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'entre d'eux? Souvent, le déni, il y a une telle peur qu'il peut y avoir qu'un déni gigantesque. Et c'est pas à nous de juger. Et peut-être que oui, ce déni est si fort à l'intérieur de Sandor que, alors que ça va le mettre en danger, il a besoin de se confronter aux éléments. Je pense sincèrement, et je suis pas la seule à le dire, que nous autres humains, on est dotés certes d'un cerveau, mais on est d'abord dotés d'un corps. Et c'est par le corps qu'on ressent les choses, c'est par nos sens. C'est pas seulement, bah, on peut parler de la vue chez Mona Lira, mais l'olfaction, mais le toucher, tous ces sens, et puis qu'on est vivant quand on est avec les éléments. Lorsque on a des vies de plus en plus hygiéniques, dans des atmosphères totalement protégées, qu'on sent même plus l'air parce qu'il y a des tunnels qui nous joignent de notre bureau au tramway, enfin on sait comment c'est dans les grandes villes. J'adore les grandes villes, c'est-à-dire je suis fascinée par elles, mais je ne pourrais pas y survivre. Voilà, je pense qu'il y a ça, tu vois, dans le livre, et que peut-être que lui, je fais une hypothèse, malgré tout, malgré son efficacité, malgré son déni, malgré ce il veut pas penser à sa mort, il veut pas croire qu'il va mourir comme nous tous d'ailleurs, eh bien, tout à coup, il va vers les éléments, parce que les éléments, c'est la vérité. Si on va tout nu dans la neige et qu'on ne sait pas ce que c'est que la vérité, on va la rencontrer très vite. Voilà. Tu parles du fait d'aller confronter les éléments, je me demande, et c'est une question ouverte que je te fais et là probablement la dernière pour qu'on puisse avoir le temps de faire participer nos auditeuristes en ligne et en présentiel et de lire ton incipit qui est, extraordinaire et que j'aimerais beaucoup pouvoir partager, avec vous. Confronté aux éléments, il y a aussi une nature apaisante, hein, dans ton roman, pas seulement une nature tumultueuse comme celle de l'orage. Le bosquet que la voisine de palier cherche absolument à protéger et à sauver d'une destruction possible, voire quasiment certaine au début du roman, pour qu'on y construise à la place une école, un centre sportif, etc., prend une place assez significative, hein. D'ailleurs, on le retrouve de la première à la dernière page du roman, peu s'en faut. Et ce bosquet, qui pourrait presque être un personnage en soi, finalement. D'ailleurs, à un moment donné, tu as ces mots heu, c il a un peu cette caractéristique d'être, à la fois apaisante et de renvoyer la personne, à l'essentiel, en fait, cette connexion à la nature, heu je voudrais pas forcer le trait, potentiellement thérapeutique et puisqu'on parle de traitement dans ce roman, on parle de l'orage pour la confrontation aux éléments, mais finalement, quel aspect donner, enfin quel sens donner plutôt, quelle importance donner à la nature comme thérapie? Moi j'aime pas tellement ces questions d'art-thérapie, de sylvothérapie et cetera ou d'orthithérapie par le jardin. C'est une espèce de tendance à tout thérapeutiser alors que fondamentalement, on sait que l'art fait du bien, que la nature fait du bien et cetera. Hem, mais finalement, quel regard tu portes toi sur ces questions-là? Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a pas à dire que, je sais pas moi, que se promener dans un beau parc ou un beau jardin, ça fait du mal. Bien sûr que non. Euh, la question étant que dans nos sociétés sophistiquées, chaque, euh, chaque aspect, au fond de nos vies, va être empaqueté dans une chose qu'on va pouvoir vendre d'une façon ou d'une autre. Et parfois, ça aide des gens. J'ai rien contre, hein. Ça leur fait, voilà, ça peut leur faire découvrir. C'est un petit peu dommage, cette perte
de juste notre rapport sans chichi, j'aimerais dire, sans art-thérapie, sans volonté que ça nous apporte, tu vois, la volonté que ça nous apporte quelque chose. On n'arrive plus à avoir un rapport sans se dire, mais ça me rapporte quoi? Alors, si je vais aller dans la forêt cet après-midi, il faut vraiment que ça me rapporte, que alors mon esprit va être apaisé, etc. Parce que d'ailleurs, je pourrais suivre un séminaire qui que quoi. Oui, pourquoi pas? Je ne critique pas, hein, le séminaire, il peut être très bien et tout. Mais c'est juste cette question de parvenir, si on y arrive encore, et certains jours, moi-même, j'en suis pas certaine, d'avoir juste ce rapport, de se dire, oh là là, on décroche, on fait des pas. Hein, je ne parle pas de course à pied, etc. On regarde l'arbre. Et pour revenir au Covid, souviens-toi, combien de gens disaient oh, c'est incroyable, il y a des oiseaux quand je sors de chez moi. Et ils venaient pas de déménager. Donc voilà, toi, tu es mieux placé. Beaucoup de personnes parmi vous qui avaient des déficiences visuelles ou je ne sais pas, des problèmes de vue, de ce que vous percevez, ressentez, rien que l'odeur. Mais on vit tous dans des sociétés où on n'est plus attentif à rien, ni aux couleurs, ni à ce qu'on a senti, ni à ce qu'on a vu en chemin. Et donc, il n'y a pas de plaidoyer dans ce livre. Il y a juste une présence constante, mais à un tout petit niveau, simple niveau. Il y a là un bouquet de fleurs, il y a là quelque chose qui sent. Et puis, il se trouve que la narratrice, elle y est sensible. Oui, c'est quelqu'un qui capte et qui perçoit. Maintenant, si tu me dis, est-ce que tu es comme ça, Catherine? Bien sûr, oui. On aurait encore tellement de questions à te poser, Catherine, sur l'usage des périphrases dans ton roman, notamment Pourquoi l'homme qui ne voulait pas mourir. Mais je sais qu'une personne qui nous écoute à distance avait cette question dans sa besace, donc on la laissera la poser dans quelques instants. D'ailleurs, on en profite pour s'adresser aux personnes qui nous écoutent, tant en présentiel qu'à distance. En présentiel, vous avez sûrement vos questions sous la main, mais à distance, n'hésitez pas à nous les écrire sur le groupe WhatsApp ou à nous laisser un vocal en nous donnant votre prénom et le lieu duquel vous nous contactez, que ce soit en Suisse ou en France ou ailleurs, avec un peu de chance. Nous sommes internationaux. Et dans l'intervalle, je vous propose, pour faire une transition, de vous partager l'incipit, donc les premières phrases du roman de Catherine Levet, L'homme qui ne voulait pas mourir. Il était une fois un homme, un brave homme, audacieux, qui ne voulait pas mourir. Cet homme savait que la mort existe. Il savait même qu'elle se manifeste tous les jours. Seulement, il ne pouvait pas croire qu'elle le menaçait, lui, personnellement. Un peu comme si le soleil, qui le réchauffait, n'était pas celui qui réchauffe les autres. Pas le même soleil, ni la même pluie qui le mouillait. Cet homme, je le connaissais. Il était mon voisin. Tous les jours, quand il ne voyageait pas, or, il voyageait beaucoup, nous nous rencontrions à un moment de la journée ou de la soirée. Parfois, nous échangions juste un salut, parfois quelques mots. Et il arrivait que ceci se prolonge par un verre partagé. Mon existence peut être qualifiée de solitaire, celle de l'homme qui ne voulait pas mourir aussi. Et nous allons prendre vos questions et vos réactions. Alors, on vérifie sur WhatsApp. À l'heure actuelle, on ne vous lit pas. Est-ce qu'il y a dans le public des questions qui vous viennent à l'esprit? Nous avons quelques personnes en présentiel avec nous. Et peut-être dans l'intervalle, Catherine, je profite pour reposer encore une question, toujours en lien avec la nature.
il y a un moment donné, quand la situation de Sandor empire sur le plan de la santé, l'usage d'émojis, enfin d'émoticônes, pardon, je vois comment on appelle ça, enfin voilà, appelons les petites émoticônes, les émojis, sur la messagerie écrite, que Sandor va commencer à utiliser à foison, et il ne va plus utiliser que ça, à part au tout dernier moment avec une amie spécifique, où je ne dirai pas ce qu'il écrit, pour ne pas trop divulguer pour les personnes qui n'auraient pas lu le roman. Mais il y a un lien spécifique avec un tournesol. Parce qu'il va envoyer un tournesol à cette fameuse voisine de palier dont on ignore le nom. Et, la voisine, en retour, va lui offrir un tournesol à l'hôpital. Est-ce que ce tournesol a une signification particulière? Que mets-tu dans ce tournesol? Est-ce juste un détail qui a attiré mon attention? Ou y a-t-il voilà, une réflexion derrière ce petit tournesol, qui est une fleur très solaire, hein, finalement? Non, non, non. Alors non, il n'y a pas de... c'est parce qu'il y a l'emoji, hein. Mais je crois pas que Sandor... parce que Sandor, il met à un moment donné des cœurs, enfin, il multiplie les visages qui rient, les cœurs et toutes ces choses. Ça agace prodigieusement la voisine, et ça agace aussi une autre amie de Sandor qui s'appelle... ça y est, maintenant j'ai plus son nom. Elle a un nom qu'on prononce en allemand. Brigitte Stein. Brigitte, voilà, c'est voilà. Parce que toutes les deux, elles se disent que c'est pas du tout de l'âge de Sandor. C'est pas de sa génération de s'exprimer comme ça. Mais évidemment, il doit y avoir un lien plutôt avec son état, bien sûr, où ça devient vraiment difficile pour lui de ne serait-ce qu'écrire quelques mots. Et il y a aussi cette facilité. Hein. Je vois dans les groupes, y compris les groupes familiaux, je suis assez surprise, moi, de la peine à, à formuler ne serait-ce que quelques mots sur la journée qui a été passée quelque part. Voilà, une disparition des mots aujourd'hui, ou des fois une utilisation des mots intempestifs pour ne pas être d'accord avec X, pour bien manifester son mécontentement, pour bien critiquer quelqu'un. Là, il n'y a pas, les mots ne sont pas avares, mais pour être simplement capable de dire quelque chose à propos de la journée qu'on a passée, ça paraît difficile. Les émoticônes sont très, très pratiques. Et il doit y avoir à un moment donné ce petit émoticône du tournesol. Simplement, ben, bon, la, la voisine aimerait écrire à Sandor à un moment donné, et on ne va pas spoiler. Et elle y parviendra pas. Donc, elle envoie cette fleur. Mais, et là, on ne va pas spoiler non plus, elle choisit une petite phrase d'un poète. Et c'est une petite phrase qui paraît à la lecture totalement anodine et qui est absolument extraordinaire. Et c'est une phrase de Jacotet. Tu nourris parfaitement bien le suspense, Catherine. On vous encourage à lire ce roman. Entre deux, on a reçu une question une demande de Martine, qui nous écrit depuis Genève. Peut-on en savoir plus sur cette narratrice qui émet plein d'hypothèses, suppose, construit des interprétations, comme une enquêtrice? Et ça en revient peut-être effectivement au fait qu'on ne l'a pas mentionné dans ta présentation, mais tu as également une formation de criminologue. Et effectivement, dans certaines manières de décrire des scènes, notamment quand la voisine fait irruption, on ne dira pas ni quand ni comment, chez son voisin de palier, et qu'elle investigue à peu près chaque pièce, ça se sent dans l'écriture, ce côté on recherche des informations, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, comment, etc. Alors, comme je te l'ai dit, ben, la narratrice, moi je fais pas des copier-coller de moi-même dans mes personnages de romans, absolument pas. J'ai écrit des textes documentaires en jeu et où c'est moi. Voilà, il y en a un notamment sur la Russie qui est pas paru
Et là, tu me retrouveras absolument. Donc, moi, je ne suis pas une personne qui se cache a priori, mais quand même, je dirais qu'en littérature, j'ai cette démarche, et je ne suis pas la seule. Il y a des écrivains du passé et d'aujourd'hui, où au fond, c'est une démarche d'enquête, mais non pas pour avoir une réponse toute cuite. On n'est pas dans des épisodes d'une série, notamment Netflix, où on a besoin toutes les 10 minutes de voir ce genre de choses, d'avoir tel suspense, d'éprouver ça et d'arriver au bout du mystère. Non, non, non. Je l'ai dit dès mon premier livre, dès L'homme interdit. L'homme interdit euh, est convoqué, il est en voyage d'affaires, c'est aussi un homme d'affaires. Il reçoit un téléphone à Londres, c'est un téléphone de la police. On lui dit que son épouse a disparu. Il comprend pas de quoi on lui parle. Il doit signer un contrat très important, donc il n'a pas le temps de rentrer. Et la police lui ordonne de rentrer et de prendre en charge ses 3 enfants qui sont chez une voisine. Tu vois? Et ensuite, il va y avoir l'enquête, c'est-à-dire il n'y a pas une vraie enquête de police. Il y a l'homme interdit, on est prisonnier de l'homme interdit, qui nous raconte à quel point ce policier lui casse les pieds à force de lui poser des questions à propos de sa femme. Et il nous raconte sa vie. Mais on est prisonnier de sa vie. De la même manière que si tu me racontes ta vie, Céline, ou moi je te raconte la mienne, c'est notre parole. Tu vois? Et donc, c'est pour ça que les témoignages, c'est très intéressant, mais il faut un petit peu s'en méfier quand on est dans une voix unique. Et donc, pour répondre à Martine, euh, oui, la, il eût été possible que cette voisine soit une femme qui ne s'intéresse à rien, je le dis volontiers à Martine, et à ce moment-là, ben, il n'y avait pas de livre. Il y avait pas de livre parce que elle n'aurait pas été, elle se serait pas posé des questions sur ce voisin. Et ça nous amène à une rubrique qui m'est chère, à savoir quels sont ou quel est le livre de ta pile à lire dont tu voudrais aujourd'hui nous parler? Je pense qu'on a toutes et tous, vous qui nous écoutez en direct ou à distance, un tas de livres dans notre palle bien nommée pile à lire qui attendent depuis plus ou moins longtemps. Lequel pourrais-tu nous recommander ou duquel aurais-tu envie de nous parler aujourd'hui et Hmm. pourquoi est-ce qu'il est dans ta pile à lire encore aujourd'hui et où, à quelle place? Hmm. Oui, Céline, tu sais, je voulais regarder ce qu'il y avait sur votre catalogue, mais j'y suis pas parvenue depuis Internet. Mais en tout cas, je vais parler de 2 livres. Michel Laya est un ami, 2 filles. J'ai son livre depuis la sortie. J'ai vu que lui, vous l'aviez sur votre plateforme. Hier soir, je suis rentrée après une soirée magnifique, une soirée amicale qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et je lis très tard dans la nuit. Et figurez-vous, je lis beaucoup de romans contemporains, beaucoup d'essais. Je viens de terminer l'essai de Sylviane Dupuis sur Jacques Chesset, par exemple. Voilà, bon. Je viens de terminer le livre de Rosemary Pagnard. Je ne sais pas si c'est sur votre plateforme, L'enlèvement de Sarah Pop. Je lis les poèmes de Sylvia Herry, qui vit à Genève, qui est une amie, ça s'appelle Ligne de fuite, je crois, qui est paru aux éditions Empreinte. Ça, je parle vraiment dans cet environnement. Je lis aussi, moi, beaucoup en italien, en anglais. Mais j'aimerais vous dire aussi que je lis beaucoup de livres qui datent déjà un petit peu. Et je suis sur un texte que Nina Berberova, qui est une Russe exilée à Paris et puis après aux États-Unis après la Révolution, donc vous voyez, ça date, avait écrit à propos de Tchaïkovski. Elle avait écrit une biographie de Tchaïkovski, donc le compositeur russe, et cette biographie est parue en français 50 ans après qu'elle l'ait écrite. Donc c'est paru en 1987, elle avait écrit ce livre en 1937, et je me demande comment elle a fait pour nous raconter cette vie de Tchaïkovski, et j'imagine qu'il y a énormément de choses romancées. Mais bon, moi je suis très très intéressée par la musique aussi, et j'aime bien pénétrer cet univers et découvrir à travers Nina Berberova que Tchaïkovski a eu une vie
extrêmement enfermé à l'intérieur de lui-même, aussi par ses goûts sexuels apparemment qu'il ne pouvait pas manifester, et à marcher toujours à côté de ses pieds, parce qu'il ne pouvait pas être lui-même, qu'il a fait beaucoup, beaucoup de temps avant d'oser composer, que c'était extrêmement mal reçu en Russie, alors qu'on pense qu'il a été approuvé, aidé, et ensuite il a eu une sorte de vie très dépensant énormément d'argent et se perdant. Une biographie tout à fait tragique d'un musicien, et ça nous donne une idée de la vérité aussi de la création. Merci infiniment Catherine pour ce partage, non pas d'un, mais de pléthore de livres à lire. Certains effectivement sont déjà à notre catalogue, en tout cas de tête, et Michel Laya, c'est certain, Deux-Filles, nous l'avons même mis en coup de cœur, et c'est Martine Béguin, ancienne journaliste à la RTS, qui a rédigé ce coup de cœur pendant la rentrée littéraire 2024. Et pour les autres titres, évidemment, on vous mettra les références, et quand nous les avons au catalogue, nous vous mettrons directement les liens pour y accéder. Et si nous ne les avons pas, nous ferons en sorte de les ajouter à notre catalogue qui compte déjà plus de 40 000 livres accessibles. Le nom de notre médiathèque, c'est Monalira, médiathèque d'ouvrages numériques accessibles, lire autrement. Donc on a une dernière question à te poser. Pour toi, Mona, elle lira comment ? Alors, Mona lira et beaucoup éprouvera, ressentira, découvrira, voyagera et partagera. C'est d'abord ça la lecture, c'est d'être en contact, c'est un contact purement privé avec un texte, ce que le texte nous renvoie, ça nous regarde, et je trouve toujours que ça nous élargit. Voilà. C'était Monalira, le podcast de la médiathèque numérique accessible monalira.org. Un service des associations Plein Accès Suisse et France. Tous les mois, retrouvez-nous avec un ou une invitée pour parler de son œuvre, de lecture et de littérature en général. Interagissez et posez vos questions en direct lors de l'enregistrement via notre groupe WhatsApp dédié. Recevez gratuitement le lien d'inscription en nous écrivant sur podcast@monalira.org ou au 0041 77 530 23 63. Parce que la lecture est une passion qui rassemble, quelle que soit notre façon de lire. Monalira est disponible en streaming sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Faites-nous connaître en diffusant ce podcast autour de vous et en lui mettant une pluie d'étoiles. Bonne lecture!